bienvenue au podcast Future Proof. Je suis Marina Kozika. Dans ce nouveau numéro, nous allons explorer ensemble comment la science-fiction peut éclairer notre compréhension du monde du luxe. Nous aborderons 4 points. Les spécificités du luxe, sa créativité, les défis qu'il partage avec la science-fiction, et nous nous projetterons dans un futur proche. Pour en discuter avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir 2 experts. Tout d'abord, Jean-Claude Dugnac, un écrivain de science-fiction qui a contribué à l'anthologie Rêver 2074. Dans sa nouvelle Noces de diamants, il explore le thème du luxe dans un monde où on peut partager ses émotions et ses sentiments via des bijoux en diamants nébulaires. Mais où cela soulève des questions éthiques sur l'utilisation de la technologie pour créer des expériences du luxe. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bonjour. Notre deuxième intervenante est Françoise Hernaès, directrice conseil luxe de Kantar, qui apportera sa vision des enjeux du luxe. Françoise accompagne différentes maisons de cet univers depuis une vingtaine d'années dans leur connaissance de leur clientèle. Elle intervient très souvent à des conférences comme The Good Forum Luxe, qui aura lieu le 27 février. Elle co-dirige le Club à des thèmes luxe et elle sera présente au Cannes Lions pour une présentation sur les influenceurs du luxe. Bonjour Françoise. Bonjour à tous les deux. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un bain de pop culture en plongeant dans quelques références futuristes. Dune de Frank Herbert. Ce classique de la science-fiction décrit un univers où le luxe est souvent associé à la richesse et au pouvoir. Le roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philip K. Dick, qui a inspiré le film Blade Runner, présente un monde futuriste où les vrais animaux sont rares, chers et très convoités, ce qui remet en question notre conception du luxe et de la valeur des choses. Continuons avec d'autres œuvres majeures de la science-fiction. Le livre Neuromancien de William Gibson, ainsi que sa trilogie Identification des schémas et The Diamond Age de Neil Stephenson. Ces romans nous plongent dans des univers futuristes où le luxe est omniprésent, mais où les inégalités sociales persistent, posant ainsi des questions sur la nature du luxe et son impact sur la société. Je vous invite donc à vous plonger avec nous dans cet univers riche en réflexion et en découvertes, en compagnie de nos 2 experts, Françoise et Jean-Claude. Alors, première question. Quels aspects spécifiques du luxe et de la science-fiction vous intriguent le plus et pourquoi? Donc, dans cette discussion, je vous invite à interagir tous les deux, discuter, rebondir sur ce que l'un et l'autre dira. Nous ne pratiquons pas la langue de bois. Jean-Claude, si vous voulez commencer. Je commence. Donc, en fait, ce qui m'a frappé quand j'ai eu l'occasion de travailler avec l'industrie du luxe, c'est que ce sont des entreprises, comme celle à laquelle j'appartenais, qui était l'aéronautique, Airbus, et la science-fiction, qui ont des perspectives à relativement long terme. C'est-à-dire qu'on est dans une perspective à 10, 20, 30, 50 ans, assez couramment. Pour un avion, c'est pas du tout anormal. Et aussi parce que le fait est que la science-fiction est une littérature totalement sociétale. Elle s'intéresse essentiellement aux sociétés et pas tellement aux gens. La romance s'intéresse aux gens, la science-fiction s'intéresse à la manière dont les sociétés vont évoluer. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'était de voir, pour une littérature, la science-fiction, qui est une littérature qui a à la fois une prospective qui est un peu tristounette, ce qu'on appelle les dystopies, c'est-à-dire le fait de se dire l'univers est en effondrement, on va tous mourir, etc., etc. Et puis quelque chose qui est au contraire beaucoup plus optimiste, qui sont les utopies qu'on essaie aussi de construire, et de m'apercevoir qu'il y a à chaque fois une démarche qui est comparable à celle du luxe, de se dire comment vais-je transformer le futur que j'imagine en quelque chose de désirable ou au contraire qui fait peur. Alors, il faut savoir que ce qui fait peur se vend généralement mieux que ce qui est désirable, mais ça ne veut quand même pas dire que le désirable ne fonctionne pas, au contraire. Notre but, c'est aussi de donner envie. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage très nettement avec l'industrie du luxe. Alors, je vais rebondir sur ce que vous avez dit sur le fait que la science-fiction et le luxe s'intéressent aux sociétés. Tout de suite, je pense à Isaac Asimov et son livre Fondation. Parce que finalement, la psychohistoire et le fait qu'on utilise les mathématiques pour se projeter à 1000 ans s'intéresse plus à l'histoire en général qu'aux individus qui finalement forment l'histoire, mais ce n'est pas le cœur du sujet d'Asimov.
Non, c'est pas le cœur du sujet d'Asimov, mais c'est l'hypothèse qu'on avait à cette époque-là que si on avait des ordinateurs suffisamment puissants et des modèles suffisamment bien fichus, on pourrait prédire à moyen long terme, voire même à 1000 ans. On sait maintenant, depuis un certain nombre d'avancées mathématiques, que c'est plus le cas. Mais à l'époque, on y croyait, donc on pouvait construire ça. Non, surtout, ce qui me frappe en tant que personne, puisque j'ai eu des enfants qui se sont intéressés à la mode et au luxe et qui ont beaucoup bossé là-dedans. Donc il y a une époque où je lisais régulièrement Vogue, Joyce, des choses comme ça. Je m'apercevais que ces journaux sont toujours en train d'anticiper à 2 ans. C'est-à-dire, pour être capable de vous dire la couleur de l'automne 2024 sera le feuille morte mais légèrement dorée, il faut que dès 2022, on ait pris la décision pour qu'en 2023, on fabrique les tissus qui serviront à faire les éléments de mode. Donc cette anticipation-là, qui veut dire aussi que vous êtes capable de vous dire, dans 2 ans, le monde se sentira plus gai, moins gai, plus optimiste, moins optimiste, plus heureux, moins heureux que maintenant. Et par conséquent, on accompagnera ce passage de quelque chose qui est... Vous n'êtes pas d'accord? Non, je suis pas d'accord, c'est bien, parce que C'est justement, bien. on est trop d'accord. Mais vous êtes Et, vous êtes fan de Isaac Asimov aussi, Françoise. Oui, tout à fait. Mais je suis plutôt une lectrice d'Asimov, mais pas beaucoup de science-fiction, mais beaucoup de littérature. Et non, là, je réagissais juste à la nuance entre luxe et mode. Parce que finalement, je pense que ce que vous dites, Jean-Claude, est très vrai pour la mode, et pas forcément vrai pour le luxe. Parce que pour le luxe, il y a la dimension d'un directeur de création, de quelqu'un qui va vraiment avoir une dimension créative très puissante, qui va au-delà des études marketing consommateurs qui peuvent être faites comme on va le faire dans la mode, par exemple. Je parle de marques de mode plus masse. Et ce que je trouve intéressant par rapport au lien justement entre science-fiction et luxe, c'est le fait que dans beaucoup de maisons de luxe, on va être en observation, en compréhension de la société, mais qu'on va aussi prendre de la distance, trancher, avoir un parti pris créatif qui va être moins dans l'écoute de ce que propose, de ce que pensent les consommateurs, moins dans l'anticipation de ce qu'ils vont aimer à 2 ans, et avoir cette dimension qui fait la plus-value aussi, si on parle de maisons de mode de luxe, par rapport à de la mode plus masse, d'avoir ce point de vue créatif, cette rupture créative, ce saut créatif, on va dire. Voilà, et cette histoire. Et c'est pour ça que pour moi, le luxe, il est à la fois dans l'observation, la compréhension de la société, dans capter l'air du temps, mais aussi dans s'éloigner de la grande consommation, être une échappatoire, être un espèce de refuge, et être ailleurs. Et c'est ce qui fait l'intérêt. Et j'y pensais justement à propos de Maria Grazia Chiuri de chez Dior, en fait. La créatrice qui est chez Dior depuis 2017, ses premières collections. Donc elle a un parti pris féministe, qu'elle cultive, c'est un fil conducteur dans toutes les collections sur lesquelles elle travaille. Et en même temps, elle nous emmène dans un monde totalement imaginaire et sublime. Moi, une des dernières collections, je ne sais plus quand est-ce qu'elle était, c'était en hommage à Joséphine Baker. Et donc, il y avait un message féministe, parce que ça rebondissait aussi sur l'actualité, sur la reconnaissance de ce qu'elle avait fait pendant la guerre, etc. Et en même temps, ce qu'elle avait fait, c'était de la haute couture sublime avec des broderies incroyables qui viennent d'une maison, je crois, qui est indienne d'origine. Et donc le côté observation, compréhension, en adéquation avec la société, puis en même temps échappatoire, être complètement ailleurs, être complètement dans le rêve, et donc quitter une part de rationalité, parce que en fait c'est aussi ce qu'on apprécie dans le luxe. Et dans la science-fiction. Et dans la science-fiction. c'est ça. Donc, voilà, juste ma parenthèse par rapport mode et luxe, un peu de nuance par rapport à ça. Je pense que vous avez raison, avec aussi quand même le fait que le luxe se tourne aussi vers des notions d'objets désirables, que ce soit des bijoux, que ce soit quelquefois aussi des smartphones de luxe, quelquefois, puisque le terme de luxe s'applique à tout un tas de choses. Et cette notion-là, on s'aperçoit qu'elle consiste à fabriquer des objets qui, d'une certaine façon, vont transformer le monde. Et en science-fiction, on joue beaucoup à ça. On joue beaucoup à imaginer des objets désirables et des technologies désirables, disons. Et le but n'est pas d'inventer la technologie, le but est d'inventer les problèmes que cette technologie va créer. C'est pas d'inventer Internet,
c'est d'inventer le fait qu'il y aura des spams, qu'il y aura des photos de chats par milliers et qu'il y aura des fake news. Vous voyez. En même temps qu'il y aura Wikipédia, en même temps qu'il y aura un certain nombre de choses passionnantes. Mais notre travail, c'est de se dire à quel moment les choses vont déraper ou ne vont pas tout à fait aller dans la direction qu'on aurait pensé. À quel moment est-ce qu'il y aura un bug dans la machine, comme dans Brésil, par exemple? Ah oui, il y aura, ben voilà, Brésil est un bon exemple, c'est-à-dire on peut imaginer que la fonctionnalisation à outrance donne des choses passionnantes, puis vous finissez par des bureaux tellement petits que les gens essaient de se piquer le bureau en se le tirant d'une paroi à l'autre. Ça devient complètement aberrant, mais en même temps, c'est logique quand on y réfléchit. Et tout un tas de technologies du XXe siècle ou du début du XXIe siècle, un exemple qui est tout simple, c'est le smartphone. Le smartphone a littéralement changé le monde. À l'époque, quand vous regardiez Star Trek, vous aviez les gens qui descendaient du vaisseau, ils avaient leur téléphone qui permettait de contacter le vaisseau, qui était un petit truc. Donc tout le monde se dit, oh, j'en veux un, c'est de la science-fiction. Maintenant, on les regarde en disant, mais t'as même pas de lecteur MP3 sur ton truc, mais c'est quoi? C'est minable. Et ça a littéralement changé le monde. Mais tout à fait. Et j'adore votre référence à Star Trek parce que, par ailleurs, j'anime un podcast qui s'appelle Le Quadrant Pop, un podcast personnel. Et en fait, nous parlons beaucoup de Star Trek et de la manière positive dont Star Trek a influencé le monde. Parce que c'est très vrai ce que vous dites au niveau des tricorders et de ces petits téléphones qui permettaient de parler avec le vaisseau. Donc, ils étaient très bien connectés. Et entre eux. Voilà. C'était pas l'Internet d'aujourd'hui. Donc voilà. Et donc là, merci pour ce premier point. Alors le deuxième, je vais rebondir sur ce que vous avez parlé beaucoup parlé de créativité, Françoise, et donc ça appelle donc sur une deuxième question sur cette fois les domaines créatifs du luxe et de la science-fiction. À quoi font-ils appel principalement selon vous? Allez-y. Jean-Claude? Non, mais j'ai commencé. Alors, moi je l'ai dit, je suis une lectrice d'Asimov, mais ma connaissance de la science-fiction est assez limitée, plutôt une consommation aussi à travers les films. Moi, ce que je vois, c'est quand même, pour les marques de luxe et dans les univers que je connais de science-fiction, c'est la capacité justement à créer, à être complètement dans un imaginaire construit, la création d'un monde en fait. En soi, et j'ai l'impression que dans l'univers du luxe, c'est ce qu'on voit, et c'est aussi un enjeu important pour le luxe. Je trouve qu'il y a deux dimensions dans le luxe aujourd'hui par rapport à ça, par rapport aux enjeux créatifs. Il y a un enjeu de ne pas se déconnecter du grand nombre et de plein de gens qui n'ont plus, qui n'ont jamais eu, ou qui n'ont plus les moyens d'acheter des produits venant de cet univers. Mais on sait, par exemple, à travers les études de Google qu'on a pu mener l'été dernier, sur une étude de Luxury Playbook, que les gens passent de plus en plus de temps en contact avec ces marques pour de la consommation culturelle. Le fait que Louis Vuitton ait choisi Pharrell Williams comme directeur artistique pour les collections hommes et fait un nombre de vues incroyables sur les réseaux sociaux, ça participe de... Il était super happy. Le premier défilé, c'était sur le Pont Neuf, avec une chorale, justement, Gospel, avec je ne sais plus quel grand pianiste incroyable. Enfin, c'était un show. Donc, c'était destiné, effectivement, aux gens, et les ventes ont décollé la semaine suivante de manière incroyable, donc aux clients potentiels. Mais c'était aussi un plaisir de consommer le défilé par lui-même. Donc, je pense qu'il y a cet enjeu de créatif, de... Finalement, Bernard Arnault, il n'y a pas longtemps, disait on n'est plus une marque de mode, on est une marque de culture, de masse. Et donc, il y a cet enjeu-là. Et puis après, il y a les choses, moi, qui me touchent vraiment au cœur, comme pourrait me toucher un roman ou une histoire. Et moi, mon dernier choc créatif, ça a été le défilé orchestré par Galliano pour Maison Margiela. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu. Pour moi, c'est sublime. C'est-à-dire que ça m'emmène ailleurs. C'est un défilé qui est orchestré sous les ponts de Paris. Il y a un côté sombre. Les mannequins ne défilent pas du tout comme ils peuvent défiler, mais plutôt c'est théâtral. Ils viennent vers vous, ils sont hésitants. Il y en a qui sont claudiquants. Et les corps représentés, alors là, pour le coup, on est extrêmement inclusif. C'est-à-dire qu'il y a une très grande diversité de morphologie, de corps. Et le final, j'ai halluciné. Je n'étais pas sûre de l'avoir reconnu tout de suite et je ne me souviens plus du nom de l'actrice. C'est la Christie.
Gwendoline Christie. C'est celle qui joue Brienne de Tarth, la grande gaillarde dans comment ça s'appelle, Game of Thrones. Game of Thrones. Et c'est elle qui défile en fin de défilé. Elle est avec un visage de poupée de cire un peu et une tenue incroyable. Et pourquoi je raconte tout ça? Parce que ça, moi, ça me touche, ça participe de ma réflexion sur la relation au corps, sur l'esthétique, et je pense que ça vient nourrir, comme un ouvrage de science-fiction va ouvrir un peu les chakras sur un imaginaire qui n'existe pas avant, et une valeur ajoutée, quelque chose de profondément humain qui va arriver à nous toucher. Et personnellement, ce que j'ai pu vivre, c'est que j'ai vécu ça au sein d'Airbus. Quand vous avez quelque chose qui ressemble à une technologie un petit peu disruptrice ou quelque chose dont on se dit, tiens, ce serait bien de créer ça, eh bien, le fait d'être en contact avec justement l'univers du luxe vous oblige à repenser les priorités, à faire des choses différentes. Je peux vous donner un exemple très précis. À un moment donné, on a été confronté à la question de dire comment peut-on mieux isoler les passagers d'un avion. Parce que ce qui dérange les passagers d'un avion, c'est le passager à côté. Typiquement, ce qui est un grand classique. Mais on aimerait pouvoir écouter sa musique tranquillement, regarder son film tranquillement, ne pas être dérangé par le bébé, par le voisin, bref. Eh bien, les gens, côté technique chez nous, ont commencé à réfléchir à un fauteuil qui serait équipé d'un casque qui vous recouvrerait, qui vous permettrait de projeter le film sur la partie avant du casque, en quelque sorte, qui vous isolerait. Et bon, c'était l'époque où moi je travaillais avec rêvé 2074, donc avec le comité Colbert et l'industrie du luxe de manière globale. Et j'ai été en contact avec les gens de ce projet, ils m'avaient demandé une expertise. Et je leur ai dit, je crois que vous vous plantez. Je crois que vous vous plantez en faisant un objet statique qui reste à bord du truc. Ce qu'il vous faut faire, c'est un manteau avec une capuche. Un manteau avec une capuche qui sera quelque chose qui est un objet doudou dans lequel vous vous repliez quand vous avez besoin d'être tranquille, vous n'avez pas besoin d'être dans un avion. Ce sera quelque chose qui sera interfacé par exemple avec l'aéroport, par exemple à la gare avec les endroits où vous allez, qui sera votre objet, qui vous renverra votre univers prouvé. Et ils m'ont dit, mais ça n'intéressera personne. Et j'ai passé 3 coups de téléphone, et là j'ai eu une avalanche de coups de fil qui me dit, mais au contraire, notre clientèle veut ça, s'intéresse à ce genre de choses. Et il y a eu une idée de réflexion. Donc, tout le travail consistait à sortir de l'aspect mécanique bête pour en faire quelque chose de, je dirais, de doudou. Voyez. Ouais. Et c'est quelque chose que le luxe nous apprend, c'est-à-dire que si l'objet ne donne pas envie d'être à soi, d'être pris, si la crème n'a pas une texture particulière qui fait qu'on aime se la poser, si le bijou n'est pas quelque chose qui vous raconte une histoire et qui vous renvoie votre propre histoire, ça ne marchera pas. Et ça, comme démarche, c'est fascinant. Et moi, en tant qu'auteur de science-fiction, c'est aussi ce que j'essaie de faire dans mes histoires. C'est-à-dire, si l'histoire ne vous raconte rien, eh bien, elle ne marchera pas. Voyez. Par contre, si vous avez réussi avec quelque chose qui est un objet imaginaire, positif ou négatif, à dire tiens, j'aimerais bien que, j'ai envie d'eux, à ce moment-là, vous avez gagné. Mais ça, cette démarche-là, le luxe a des années d'avance sur nous. J'imagine un manteau d'invisibilité à la Harry Potter, qui soit à la fois cocon et doudou en même temps pour les VIP, pour ceux qui n'ont pas besoin d'être invisible. Qui n'a pas besoin d'être invisible, simplement quelque chose dans lequel vous êtes à l'abri. Ouais. Cette notion de « je suis reconnu dans un espace, même un espace très clos, l'espace d'un manteau, je suis reconnu, on me connaît, on me parle à moi spécifiquement, et en même temps je suis isolé du reste du monde », c'était une tendance à la fin des années 90, au début des années 2000, qui est très forte. Maintenant, on revient un petit peu plus à la notion de communauté, ce qui pour moi est rassurant d'une certaine façon, on revient à la tribu, mais à l'époque, on voulait voyager avec son univers à soi, seulement son univers à soi, et surtout pas interférence de l'univers des autres. Ouais. Très bonne remarque, et du coup ça me fait penser à Dune et à ces boucliers qu'on peut pénétrer selon un angle bien précis, une certaine lenteur. Mais avec une certaine lenteur, mais qui recouvre entièrement les personnages. Et je trouvais Frank Herbert très imaginatif là-dessus. Donc merci Jean-Claude pour cet aspect technologique. Sur les aspects innovation, alors je reviens plus à des choses concrètes, des études qu'on a menées en fait, plutôt que le parallèle. On sait justement, la dernière étude qu'on avait menée avec Altion, qui date un peu, puisque c'était fin 2022,
où on interrogeait vraiment des top 1 au niveau revenu, des très hauts revenus. Dans les critères d'attente importantes par rapport à leur consommation de luxe, l'innovation arrivait en premier. Et dans tous les pays, puisque d'habitude, dans les grosses études, on voit ça aux États-Unis, on voit ça en Corée, par exemple, sur qu'est-ce que j'attends d'un produit de luxe et aussi qu'il soit innovant. Et là, on le voyait beaucoup plus parce qu'on était sur cette cible vraiment très, très haut de gamme. Et je trouvais juste ça intéressant par rapport à cette... Parce que souvent, on associe le luxe à l'ancrage dans l'intemporalité, les qualités, le savoir-faire ancestral, la durabilité, etc. La transmission, d'accord, c'est une vérité. Mais toute cette dimension d'innovation, je pense, est extrêmement importante. Moi, j'ai quelques doutes aujourd'hui sur la transmission. En fait. C'est-à-dire qu'on observe quand même, on en parlait juste avant, parce que nous avons des enfants qui ont pourvu des enfants, et moi je me plaignais de ne pas avoir de petits-enfants. Donc quand on regarde statistiquement, il y a, je crois, à peu près 30% des femmes en âge d'avoir des enfants qui ne souhaitent pas en avoir, qui n'envisagent pas d'avoir d'enfants. Et ça, c'est au niveau, on trouve ça au Japon, on en voit partout. Donc ce que je trouve intéressant, c'est aussi qu'on trouve ça chez les consommateurs de luxe, que la transmission n'est plus forcément le moteur. J'achète pas, j'investis pas dans ça en disant je vais le transmettre à mes enfants. Ça reste un moteur pour une partie des clientèles luxe, mais pas pour tous. Et tout le développement du marché de la seconde main qui donne une autre valeur, où j'investis, mais en même temps je sais que je peux revendre. Je trouve que ça change aussi ce rapport à la transmission. Et enfin voilà, c'était juste une parenthèse, mais c'est un peu une valeur. Vous avez raison sur ce point-là, d'autant plus que, enfin, on l'a tous vécu, puisque moi j'ai 66 ans, donc j'ai vécu quand même un certain nombre de générations. On se rend compte que ce qui constituait les valeurs des années 60 ne sont plus les valeurs des années 70, ni des années 80, etc., etc. Et que par conséquent, même le côté vintage ne joue plus le rôle qu'il joue, et même l'idée de se dire je vais pouvoir léguer ça à mes enfants. Non. Beaucoup de choses qui ont de l'importance pour moi n'en ont pas pour mes enfants. Ouais. De manière évidente, beaucoup d'objets que j'ai ramenés, qui sont quelquefois associés soit à des voyages, soit à des rencontres, n'ont pas de signification. Même des objets de luxe, je sais que leur donner un objet de luxe, par exemple un bijou de luxe, ce sera peut-être le faire fondre pour devenir autre chose. Ce qui est très bien. Oui, c'est de redonner une volatilité, une circularité. Mais vous ne pouvez pas dire, oui, mais moi, je garde je vais me servir de la bague dont ma grand-mère a hérité lors de ses fiançailles pour déclarer ma flamme. Non, ça marche pas. Ouais, il y a plus de... Mais la transmission peut sauter aussi une génération, parce que je prends pour exemple ma grand-mère qui avait des objets de luxe et qui ne plaisaient pas à ma mère. Et donc ma mère me les a donnés. Donc ils se sont retrouvés donc finalement en adéquation. Voilà. Ma maman avait dans les années 60, parce qu'elle était femme de médecin, elle avait acheté un certain nombre de tenues assez chicos, et elle a été très surprise, parce qu'elle est morte il y a peu de temps, elle a été très surprise à s'apercevoir que ça redevenait à la mode, quelque chose comme pratiquement un demi-siècle après. Bon, il y a des phénomènes cycliques, c'est certain. Mais en tout cas, cette notion d'innovation, puis cette notion aussi, il y a une notion qui est apparue, que je trouve absolument fascinante, que la science-fiction a beaucoup exploré, c'est la notion de numérisation et d'univers virtuel. Et de plus en plus, on s'aperçoit que les gens, et en particulier les gens qui ont les moyens, ont une seconde vie virtuelle en parallèle à leur vie quotidienne. Ils ont bien sûr tout un tas de présences sur les réseaux sociaux, mais ils ont aussi des présences sur des univers virtuels dans lesquels ils s'incarnent dans des avatars. Et vous avez des gens qui estiment qu'on peut faire du luxe dans un avatar, parce que là, ça ne coûte pas très cher, et obtenir une espèce de reconnaissance que l'on n'a pas quand on est soi-même quelqu'un qui est moche, paraté, etc., ceci et tout ça, alors qu'on arrive à être Brad Pitt dans le monde virtuel. Donc, on accompagne ce que l'on est et sa vision d'un jumeau, ce qu'on appelle un jumeau numérique, vraiment quelqu'un qui est votre incarnation et qui transporte toute la mémoire numérique que vous avez. Et à ce moment-là, cette personne-là peut faire du luxe à sa façon. Et vous avez beaucoup de marques de luxe qui commencent à dire quelle est la dimension virtuelle que je peux apporter par rapport à l'objet que je donne. Et ça, c'est fascinant parce que je me dis, ça, c'est quelque chose que, à terme, tout le monde pourra avoir. Mais c'est une vision qui ne date pas d'hier, parce que je me souviens très bien d'avoir lu un livre de Samuel Delany qui traitait d'un univers proche de Matrix, où en fait un personnage obèse, laid, en fait avait une vie dans un univers virtuel qui était totalement différente, où elle était magnifique. Mais la science-fiction l'a imaginée, elle a d'une certaine façon donné envie
aux gens de réaliser des expériences comme Second Life ou des choses comme ça. Et de dire, mais maintenant, même le méta qui est censé être un échec, sur lequel Facebook est en train de perdre beaucoup d'argent, ben, c'est quand même quelque chose qui, d'une certaine façon, a créé un environnement dans lequel plein de gens se sont insérés. Et plein d'industries de luxe ont créé des objets virtuellement adaptés à ça. Mais peut-être qu'ils ont pas assez appel à vous, en fait. Moi, j'ai suivi, alors, je ne sais pas, dans la veille, par exemple, dans le journal du luxe, je me souviens plus de cette intervenante là, qui avait une veille depuis 1 an ou 2, mais elle ne le fait plus, hein, en abordant toutes les nouveautés sur le métaverse. Donc, ils ont arrêté parce que c'est moins porteur aussi, sûrement comme sujet. Mais à chaque fois, j'étais frappée par l'absence de concept, de storytelling, d'idées, d'attractivité. Moi, le seul métaverse que j'ai vu vraiment intéressant, c'est ce qui se fait sur la partie d'Alibaba Tmall, en fait, sur Luxury Pavilion, où là, c'est un des seuls endroits où il se passe vraiment quelque chose, parce que sinon, toutes les études de cas qui étaient présentées dans l'univers du luxe d'utilisation de métaverse, franchement, il ne se passait rien. Il y avait juste une mise en présence du produit, il n'y avait pas de tension, il n'y avait pas d'enjeu. Donc moi, je pense qu'il devrait vraiment beaucoup plus faire appel à des spécialistes de l'imaginaire pour projeter les gens dans qu'il se passe quelque chose. Il faut leur proposer une Red Team, mais pas pour l'armée cette fois, mais pour l'univers du luxe, parce que je pense que je candidaterai pour vous. J'ai participé à des Red Teams de ce genre, dont une d'ailleurs antérieure à celle dont vous parlez, qui était aussi une Red Team avec l'armée, qui s'est interrompue très rapidement parce qu'on ne parlait tout simplement pas le même langage. Ouais. C'était l'époque de la guerre en Irak, et donc ils nous disaient, ils essayaient d'imaginer des stratégies, des formes de guerre, etc. Et on a fini par leur dire qu'on était très gênés parce que, par exemple, dans la guerre en Irak, les Irakiens n'étaient toujours pas convaincus qu'ils avaient perdu. Les Américains avaient tout gagné, ils étaient là, et vous aviez une situation dans laquelle ils disaient oui, mais non, en fait, match nul, quoi, ex aequo. Un petit peu comme dans les Monty Python, quand vous avez le gars qui se fait couper les membres les uns après les autres et qui finit en disant ok, match nul. Ah non. Mais donc, je leur disais, vous avez une situation dans laquelle vous n'êtes même pas d'accord sur ce qu'est la notion de victoire. Et dans le luxe, on a le problème aussi de dire, ok, c'est quoi, entre guillemets, pour une personne, j'allais dire ordinaire ou extraordinairement ordinaire, c'est quoi cette envie de luxe? Ça signifie quoi? Et les gens vous disent, et si le luxe c'était l'espace, pour reprendre un slogan bien connu, si le luxe c'était le retour à la nature, si le luxe c'était un navet croquant qu'on accueille dans son jardin, j'en sais rien. C'est quelque chose dans lequel vous vous dites, cette notion-là, elle est totalement volatile, et vous avez des couches structurelles et des couches culturelles de gens dans une société qui ne se mélangent pas. Et la question, c'est à qui s'adresse-t-on? Et moi, quand j'écris de la science-fiction, par définition, d'abord, je m'adresse à des gens qui lisent, et ça fait 10% de la population, pas plus, et je m'adresse à des gens qui sont capables de jouer avec l'idée que le concept les dépasse. C'est-à-dire qu'on les plonge tout habillés dans une piscine, où l'eau est à une température particulière, et il faut qu'ils apprennent à nager sur le moment, parce que je ne vais pas leur donner l'explication tout de suite, et il va falloir qu'ils se débrouillent. Et ça, le luxe est aussi joue un petit peu sur ce code-là, c'est-à-dire, ok, je vous donne quelque chose, si vous n'avez pas les codes pour comprendre d'où ça vient, ben vous allez le prendre comme un objet bizarre, dans lequel vous n'aurez peut-être pas de relation, ou qui au contraire va devenir très intime. Et c'est fascinant de savoir que, par exemple, tout un tas de luxe japonais, tout un tas de sources je sais pas, les plissés, par exemple, ce sont des choses qui viennent de toute une histoire de cette époque-là que le Pékin moyen en France ne connaît pas. Alors, ce qui est en train de changer, c'est que le Pékin moyen, en fait, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, consomme virtuellement, ce que j'évoquais tout à l'heure, beaucoup plus d'informations sur les marques de luxe. Oui. Donc, ils ne consomment pas juste des choses basiques, telle marque a signé un contrat avec telle égérie. Ils consomment plein de choses, c'est-à-dire qu'ils vont sur les sites de marque, voir la manière dont sont conçus les objets, les histoires. Il y a une culture quand même, avec le développement des réseaux sociaux, puis boostée par la période de Covid aussi, parce que les gens ont passé beaucoup plus de temps dans le monde entier à se balader sur les réseaux. Et donc je pense que cette culture, elle s'est beaucoup étoffée en fait. Il y a des gens qui de toute façon sont réfractaires, ils n'aiment jamais. Mais il y a beaucoup plus de gens qui ont une culture, qui sont capables de reconnaître un produit près d'un faux, qui sont capables de connaître l'histoire, qui sont capables de connaître le directeur artistique, plus qu'avant. Et je pense qu'il y a cette espèce de bulle qui s'est créée
de consommation virtuelle aussi du luxe C'est qui possible, interfère un peu. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, Françoise. Et notamment, moi, ce que j'adore regarder sur Instagram, c'est deux comptes. Déjà, Vestiaire Collective, lorsqu'il nous aidait à comprendre comment distinguer un sac d'une copie. Il faisait même des tests à l'aveugle où on voyait une experte, les yeux blancs bandés, qui rien qu'en touchant le sac pouvait dire oui, c'est un vrai, oui, c'est un faux. Oui. Ça, c'est un Hermès, ça, c'est un Voilà. faux. Oui, Et il y a aussi un conte que j'adore et dont je parle à Françoise depuis plusieurs semaines, c'est Le mec qui détruit qui détruit les sacs, il découpe des sacs et il regarde comment sont faits les sacs et parfois il dit ce sac a coûté très cher, regardez c'est mal fait, ou au contraire ce sac n'a rien coûté, mais au contraire trop agressif voilà. qui peut faire Et partie du luxe achète, aussi. voilà. bien sûr. Et il achète des sacs de prix, il va dans les boutiques et là il s'est fait connaître des marques, il est invité par les marques et vraiment littéralement il détruit des sacs, mais pour nous montrer comment sont faites les coutures. Il met de l'acétone sur les cuirs, il nous explique comment réagit le cuir. Enfin, j'ai le sentiment d'apprendre des choses. Il s'appelle comment ? Je crois que c'est Tannhauser, ou je le mettrai dans le commentaire de ce D'accord, podcast, mais il est passionnant à suivre. Donc, l'heure tourne. Troisième question, troisième point. Donc, selon vous, Françoise et Jean-Claude, quels sont les principaux défis communs auxquels sont confrontés le luxe et la science-fiction et comment ces industries peuvent-elles y faire face de manière innovante et créative? Bon, d'abord, on a un certain nombre de choses qui nous arrivent sur la figure, et par exemple, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, d'abord, ça a un bouleversement immédiat pour des choses comme, par exemple, je pense à Château Yquem. Château Yquem, donc, très grande marque de vin, mais qui est due au fait qu'à un endroit précis, il y a de la pourriture noble qui apparaît sur les vignobles, dû au fait qu'il y a du brouillard le matin, qu'il y a du vent. Ça, avec le réchauffement climatique, je dirais que dans 10 ans, peut-être, ça n'existe plus. Tout simplement parce que le climat a changé. Ça se reproduira peut-être ailleurs, auquel cas il faut être capable d'anticiper où et commencer à planter les vignes, etc., pour qu'elles soient opérationnelles. Mais déjà, c'est un défi. De la même façon qu'un certain nombre de choses dans la mode, dans les produits, les métaux que vous utilisez dépendent des aléas qui sont à la fois des aléas climatiques et des aléas géopolitiques. Le fait que tel pays soit en guerre contre tel autre veut dire que vous n'avez plus accès à ce que vous voulez. Le titane, par exemple, depuis que la Russie fait la guerre à l'Ukraine, est devenu difficile à trouver. Parce que ça vient de la Russie, et la Russie s'en sert malheureusement pour faire des bombes. Donc, on a ce premier défi qui est là. Il y a un autre élément qui est effectivement une source de perturbation au sens positif, qui est l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle a pénétré dans nos vies, elle est partout. Moi, je n'ai pas du tout peur de l'intelligence artificielle qui viendrait menacer le monde et s'emparer des humains, parce que une intelligence artificielle, c'est aussi con qu'un tournevis. Je suis désolé de le dire comme ça va pas plus loin. Par contre, c'est un assistant de bas niveau extrêmement utile, qui intervient dans tout un tas de choses qu'on voit pas, et ça nous oblige, nous, à nous positionner par rapport à quelque chose qui peut être un assistant virtuel, qui peut être un psychiatre virtuel, qui peut être un ami virtuel pour un certain nombre de gens, et qui peut nous aider à mener une vie, entre guillemets, plus luxueuse, avec des échanges, et en particulier des échanges culturels, accrus. Et puis, la dernière chose, c'est malheureusement quelque chose qui se produit en ce moment, je l'ai vu quand on a sorti Rêver 2074, on a eu une levée de bouclier du milieu de la science-fiction qui n'avait pas été convié à l'expérience, qui ont dit, mais le luxe, c'est l'argent, et l'argent, c'est mal. Et vous avez de plus en plus ce phénomène qui consiste à dire, ce sont les riches, les richesses, et par extension le luxe, qui sont responsables de la destruction du monde, du réchauffement climatique, des guerres, de la surpopulation, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, vous avez cette espèce de rupture entre ceux qui disent, le luxe a son importance et j'ai envie que ça intervienne aussi dans ma vie, même à petit niveau, et ceux qui disent « Ah non, moi je m'y oppose par définition parce que c'est à cause de ça que nous sommes en train de mourir ». Je pense qu'il y a une nuance, en fait, on le voit vraiment dans les études ad hoc ou les grosses études en souscription comme Sustainability Sector Index, où les gens, quand on est sur la population globale, condamnent le luxe comme secteur. Donc il est très mal noté par rapport à d'autres secteurs, sur ses engagements RSE, sur son impact sur la société, sur son rôle de secteur industriel dans la société. Et par contre, on a d'autres grosses études comme Ramsey, où quand on est sur les marques, ce sont parmi les marques les plus appréciées,
Ce sont pas, enfin voilà. Donc je pense qu'il y a le problème avec le luxe en tant que secteur, c'est que finalement ça devient l'incarnation des inégalités sociales. Absolument. Alors que quand on est sur telle marque ou telle marque, on va l'admirer pour la plus-value créative, on va l'admirer pour l'artisanat, on va lui trouver du sens parce que c'est un objet qui peut se transmettre effectivement ou qui va vivre avec la circularité, la seconde main très longtemps, et donc il va avoir des vertus. Donc on est en pleine dichotomie dans l'univers du luxe entre bouc émissaire d'un côté et production d'objets vertueux. Après, si je fais le parallèle juste entre ce qui s'est passé après la crise de 2008, où toutes les marques de luxe ont vraiment élargi leur base de clientèle, fait beaucoup de ce qu'on a appelé entry luxury, donc des choses peut-être moins sophistiquées et qui pouvaient arroser les marchés. Voilà. Là, on est exactement sur le mouvement inverse, c'est-à-dire depuis la crise Covid, on est sur les gens veulent acheter les pièces les plus chères, quitte à les acheter en seconde main, des collections uniques, donc des objets qui ont un sens, une histoire, et tout ce qui est entrée de gamme, c'est pas ce qui va. Ça marche pas. Et en plus, les prix ont considérablement augmenté. Donc je pense qu'on est dans une logique plutôt bizarre aujourd'hui, qui est ce risque de rupture avec toute une partie de la mais que et je trouve que ce que vous disiez sur l'AI, l'intelligence artificielle, je rebondirais aussi là-dessus par rapport à son utilité. Donc sur le fait que ça peut être aussi une porte de sortie pour le luxe, parce que au niveau du retail, que ce soit en ligne ou en magasin, on sait que là, au niveau mondial, même si c'est difficile et que beaucoup de gens n'ont plus accès au luxe, on a quand même dans les chiffres Bain qui nous dit qu'en 2022, il y avait 400 millions de clients et qu'en 2030, on aura 500 millions de clients du luxe. Malgré les réseaux retail et ce qui se passe en ligne, il y a quand même des encombrements dans les magasins. Il suffit d'aller voir dans les... Et je pense que les gens sont de plus en plus prêts, on a des résultats d'études aussi qui vont dans ce sens-là, à être accompagnés par une intelligence artificielle dans la mesure où elle peut être plus conversationnelle. Une des expériences que j'ai fait, c'est l'IA de Kering sur sa plateforme Web3 qui s'appelle Madeline, et où on est vraiment sur un assistant très agréable qui va échanger avec vous, et on n'est pas sur le truc qu'on a avec notre banque ou notre, je sais pas, son compte Amélie de la Sécu, où on a un petit robot qui comprend jamais rien à ce qu'on lui dit. Et donc je pense que là il y a quand même pour le luxe des enjeux relationnels, expérientiels du retail qui sont super importants avec et ce que vous disiez, c'est-à-dire des assistants juste qui vont être comme vous évoquiez avec le manteau cocon et agréable, qui vont avoir cette facilité de la relation aussi agréable. Des personal shoppers, c'est-à-dire des gens qui vont, entre guillemets, explorer les magasins pour vous et ensuite vous amènent essayer, quelquefois en essayage privé, les choses dont ils ont déjà fait le parcours pour dire ça devrait aller. Ça existe déjà depuis un certain temps. Hein. Et la plupart des grands influenceurs, ceux qui font des blogs avec plusieurs millions de followers, etc., ont ça. C'est-à-dire, ils vous expliquent, ah oui, moi, quand je vais chez telle grande marque, j'ai telle personne pour s'occuper de moi. Et quand je vais à Paris, je sais qu'un certain nombre d'objets et de choses m'attendent. Sont mis de côté. Sont mis de côté. Et dans à peu près tous les domaines. C'est-à-dire que ce soit du cosmétique, du bijou, de la mode, bien entendu. Ça, c'est le cas le plus courant. Mais aussi certains restaurants de luxe où on vous a réservé des choses. Enfin, il y a tout cet aspect-là, justement, pour dire quelqu'un s'occupe de moi. Et l'intelligence artificielle a la faculté de permettre ça, comme vous dites, pour 500 millions de personnes. Grand nombre. C'est ça. Ouais. Et cette idée qu'il y a 500 millions de personnes qui pourront être accompagnées par des gens qui leur diront, tu sais, tu as vraiment une importance, tu es quelqu'un de vraiment formidable. Et j'ai trouvé le truc qui te va. Je sais que tu aimes le vert et que tu aimes telle matière et j'ai trouvé un truc pour toi. J'ai trouvé un truc pour toi. Et puis, non seulement j'ai trouvé un truc pour toi, mais ça marchera. Parce que ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que ça marche. C'est-à-dire que quand vous avez Amazon qui vous recommande un bouquin basé sur vos lectures précédentes et sur les lectures précédentes des gens qui ont aimé le même bouquin, ils ont raison à 80-90%. Et vous avez des gens qui finissent par ne plus lire que ceux qu'on leur conseille. Et on tourne en rond à ce moment-là dans son esprit, c'est-à-dire que finalement, le fait d'aller dans une librairie, on est confronté à des livres qu'on ne lirait pas par ailleurs. Ouais, t'as la facilitation et c'est le patron de MK2 là, enfin ces deux fils qui ont pris le relais
et qui tire à boulet rouge sur Netflix. Je trouve Ouais. ça super intéressant. J'ai entendu dans une conférence il y a quelques temps en disant avec Netflix, ok, vous allez recevoir ce que l'algorithme a observé de ce que vous avez déjà consommé en série ou en film, mais jamais vous allez être surpris. Oui. Alors que venez chez MK2, vous allez être surpris. Et bon, c'est un peu facile de dire ça, mais Oui, je il a trouve que raison, c'est il a intéressant raison. d'avoir Dans une les... librairie, Ouais. quand on se promène dans les rayons, on est surpris. On se dit, ah, mais je n'avais pas La vu ce livre. serendipity. Oui. Voilà, c'est ça. on se- Ah, il est certain que dans ma propre vie, les livres les plus extraordinaires sont des livres que je n'avais pas prévu de lire et qui me sont littéralement tombés dessus tout à fait par hasard. Mais en même temps, c'était une époque où d'abord les titres étaient beaucoup moins disponibles, il y avait beaucoup moins de choses. Ouais. Et on avait la possibilité soi-même, dès qu'on avait formé un petit peu son goût, de savoir où se diriger. On avait des tentations. Tandis que maintenant, moi je suis désolé, il y a trop de livres, il y a trop de choses. Je ne sais pas quoi choisir. Et à un moment donné, je ne dirais pas que je renonce, mais je me dis, tant pis, je vais me lancer dans ce qui m'intéresse et je vais passer certainement à côté de tas de choses, mais j'ai plus le temps. Et je n'ai plus le temps d'aller dans les librairies, par exemple. Enfin, d'aller dans les librairies, j'ai le temps, mais je n'ai pas le temps d'explorer 40 000, 50 000, 60 000 bouquins. Je ne peux pas. Ouais, C'est pas faut possible. du temps. Et c'est vrai que Amazon là-dessus aide. Mais c'est vrai que parfois, quand on partage des comptes, notamment Netflix avec mon mari, parfois, il me propose des choses qui ne m'intéressent pas ou que l'algorithme se trompe parce qu'on est plusieurs à partager compte. Et aussi mon fils, alors n'en parlons même pas des suggestions miraculeuses que j'ai sur Netflix. Et donc pour rebondir sur ce que vous avez dit sur l'intelligence artificielle, moi, ce qui m'intéresse, c'est que finalement, l'imaginaire collectif a très peur suite au film de James Cameron, Terminator 2, et donc de Skynet, la corporation qui est à l'origine de la création Oui, ou de des Matrix, Terminators. On a peur de ça, mais est-ce que l'intelligence artificielle, et justement, n'est pas trop stupide, et pour reprendre une des premières nouvelles d'Isaac Asimov qui s'appelle dans son cycle des robots, je me souviens très bien d'une intelligence artificielle qui était tellement simple, c'est juste une petite boîte, et c'était une nounou. Et elle était toute simple, et elle sauvait une petite fille. Voilà, donc, on va du plus simple, le robot nounou, à le robot destructeur de l'humanité. Ce qui maintenant existe, c'est-à-dire que par exemple au Japon, un certain nombre de gens âgés n'ont pratiquement d'interaction qu'avec des petits chiens robots ou des trucs comme ça, qui en plus veillent sur leur santé. C'est-à-dire le petit chien robot, quand vous êtes une personne âgée, vous vous effondrez sur le sol, va être capable d'appeler les secours. Parce ça, c'est un enjeu énorme en fait. C'est un enjeu énorme. Ouais. Et ce sont des gens dont vous vous apercevez quand vous discutez avec eux, j'ai essayé de faire l'expérience au Japon, qui vous disent, mais en fait, moi, je vois personne. Mes enfants sont loin, ils n'ont pas le temps de m'occuper parce que leur vie est complètement dingue. Donc, mes seules interactions sont avec ce chien qui me répond gentiment, qui me parle. Au Japon, tout vous parle. Vous allez aux toilettes, les toilettes vous parlent. Il faut imaginer, vous êtes dans une chambre d'hôtel de luxe, vous avez une chambre qui fait 40 mètres carrés, vous avez la salle de bain qui en fait 30, vous rentrez dans la salle de bain, il est 4 heures du matin, et les toilettes se déplient, façon transformère. Vous avez alors vous essayez entrez en conversation avec eux. Et elle vous accueille en disant bienvenue pour. Alors vous essayez de ne pas déranger la personne avec qui vous dormez, en disant je vais pas faire de bruit, il y a pas de problème. Eh bien vous êtes votre machin qui vous fait cliquer. Et puis vous vous dites, vous rentrez dans le noir, vous vous dites je suis face à Transformer, qu'est-ce que je vais faire? Et il vous parle. Et ça c'est aussi quelque chose de se dire qu'on est dans une société dans laquelle tout interagit avec vous. Et le fait que le monde qui vous entoure interagissent avec ça. Moi, j'ai fait un certain nombre de conférences et d'articles là-dessus sur ce que j'appelle la matrice attentive. Vous vivez dans un certain nombre de couches attentives à vous, qui ne connaissent que vous, qui vous parlent et qui sont censés vous guider, vous piloter, et qui en même temps vous enferment d'une façon absolument phénoménale. Mais ça existe. Si ça vous intéresse, je vous passerai ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui est une tendance très forte. Et le luxe, soit s'oppose à ça, en essayant justement de forcer l'individu à être individuel, soit au contraire accompagne le mouvement de temps en temps. Il y a les deux tendances sur les deux sortes d'objets qui disent, écoutez, tant qu'à être enfermé, autant être enfermé dans un objet luxueux, dans un environnement luxueux, et construire ça. Et les deux tendances m'intéressent, et moi en tant qu'écrivain de science-fiction, mon boulot c'est de démonter l'ensemble des tendances pour montrer qu'il n'y en a aucune qui marche. Et je pense qu'il y a le côté aussi mise en relation, club, entre soi, qui est super important dans le luxe. Ça veut dire, je pense que d'abord parce que ça devient dangereux. Les gens fortunés qui peuvent acheter des pièces de luxe n'ont pas
n'ont plus envie de mettre ça à la face des autres en disant regardez, moi j'ai un sac Kelly, moi je sais pas. Parce que, enfin voilà, ça devient ça peut être criant d'inégalité. Et au contraire, ils vont apprécier si un de leurs pairs va reconnaître un objet, c'est ce qu'on appelle le quiet luxury, c'est-à-dire le fait de, entre soi, comprendre la qualité, l'intérêt, la passion. Donc c'est pas, on est plus sur un luxe de reconnaissance entre soi qu'un luxe de différenciation. Je me distingue parce que j'ai un sac Vuitton ou un sac Chanel. On est plutôt sur j'ai tel détail ou tel élément que je possède qui va faire que je vais me retrouver en complicité et en connivence avec quelqu'un qui va savoir pourquoi je porte cet objet ou pourquoi ça me semble important, cette dimension de cercle, en fait. C'est particulièrement frappant, je trouve, à New York, qui est une ville que j'aime beaucoup, mais la différence qu'il peut y avoir entre Paris et New York en termes d'habillement, par exemple, c'est qu'à Paris, vous avez en général des gens bien habillés, mais ils ont acheté la chemise ici, la robe à un autre endroit, l'écharpe à un troisième endroit, et ils ont rajouté un petit objet qui jure subtilement avec l'ensemble, mais qui justement le renforce. Et quand vous allez à New York, vous avez 90% des élégantes qui ont acheté la tenue complète dans le même magasin. Donc ça va très bien ensemble. C'est parfait, c'est remarquablement bien géré, les couleurs sont uniques, je sais pas, vous avez le paquet chez Saks, aussi bien pour les hommes que chez les femmes, vous avez la panoplie complète. Sauf que c'est pas du luxe. C'est j'ai les moyens de porter quelque chose de cher, ce n'est pas j'ai le goût et la capacité de me dire tiens, ça qui est dans mon armoire, ça ira bien avec ça que je vois en vitrine, oui, et ça permettra de consommer. Presque. Voilà. Donc, la curation comme les curations de musée. Exactement, c'est de la curation, alors que la créativité, la construction et le fait à un moment donné d'affirmer son identité, sa perception de soi à travers ce que l'on construit et non pas à travers ce que l'on achète, je pense que le véritable sens du luxe, c'est là. De permettre cette construction, et elle peut le permettre justement avec des technologies qui vont de l'intelligence artificielle à des choses en toute petite série, à des matériaux qui vont être quelquefois transformables. Et ça en tant qu'écrivain de science-fiction, c'est ce que j'ai envie d'explorer. Mais est-ce que, alors, c'est très intéressant ce que vous avez dit sur le fait qu'on se reconnaisse entre pairs, mais et moi du coup ça me rappelle mes cours d'histoire de l'art d'Océanie et d'Afrique, où en fait on se reconnaissait entre tribus ou entre gens du même cercle grâce au tatouage, grâce à la manière dont les vêtements étaient assemblés. Voilà, donc c'est très intéressant et finalement le luxe prend aussi ses racines dans des civilisations extraordinaires. Oui, l'Afrique, par exemple les aborigènes d'Australie ont conduit à toute une réflexion parce que leurs tableaux, leurs représentations ont aussi une fonction cartographique, une fonction de voici mon territoire, voici l'endroit dans lequel j'ai mes choses, et puis voilà les endroits sacrés où vous devez aller. Et c'est quelque chose dans lequel nous, on n'a pas de code. Moi, je suis toujours horriblement frustré quand je regarde un musée en Australie parce que autant je peux déchiffrer un Quattrocento ou un primitif italien ou flamand et je peux vous dire voilà tel symbole, autant face à un tableau aborigène, je suis totalement démuni parce que je n'ai pas les codes. Mais entre eux, vous avez la possibilité de dire ok, cette forme d'art qui me permet d'avoir un regard sur ce que pense la personne, c'est aussi un ensemble d'informations très riches que je peux, moi, utiliser pour savoir où sont les points d'eau sur son territoire à lui, par exemple. Et ça, d'une certaine façon, le luxe, c'est aussi de le faire. De dire, voilà, je fournis un objet. Vous avez ça chez Tiffany à Londres, c'est absolument extraordinaire. À l'époque du punk, par exemple, ce qui était fascinant, c'est de penser que Vivienne Westwood essayait d'écrire une espèce de topographie du punk à partir de vêtements qu'elle recoupait, qu'elle déformait d'une certaine façon. C'était étonnant. Moi, j'ai vécu cette époque-là un petit peu à Londres. Je me disais, mais c'est complètement dingue. Alors que nous, à l'époque, on allait à Carnaby Street ou on allait dans les boutiques de seconde main et on achetait des choses de luxe qu'on mettait telles quelles. C'est intéressant, la circulation. Ouais. Et ce qui est terrible pour les aborigènes, pour conclure là-dessus, c'est qu'en fait, ils ont été exterminés parce que leur art était caché. Oui. Justement, c'était un art d'entre-soi. Et comme ils n'avaient pas d'art apparent à présenter aux envahisseurs occidentaux, ils ont été exterminés. Enfin, c'est un des prétextes. Mais c'est oui, ça a été un des prétextes. Voilà, cet entre-soi a conduit à leur disparition. Donc, comment voyez-vous le secteur du luxe dans 15, 20, 50 ans ?
Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste de la prospective. Donc, 50 ans, je vais laisser à Jean-Claude. Moi, je vais juste parler peut-être de 5 à 10 ans. Parce qu'en général, quand on voit des tendances qui se dessinent sur le luxe, je pense que le premier enjeu, on l'a déjà évoqué dans notre conversation, mais qui est très important, c'est de ne pas se déconnecter avec la population globale. Et donc, la voie dans laquelle s'est engagé le luxe, qui est de privilégier quand même des produits extrêmement rares, extrêmement sophistiqués, et qui va aussi avec une démarche de durabilité, c'est-à-dire ne pas inonder les marchés de plein d'objets nouveaux, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a un risque de perdre le lien avec une partie de la population. Donc, ce qu'on a évoqué, que je trouve intéressant et qui est un enjeu, c'est rester connecté avec des dimensions culturelles, sociales de ces marques, qu'elles participent à la vie de la société. C'est ce qu'elles font déjà pas mal. Il y a aussi toute la logique de réparation de seconde main qui est importante. Donc, premier enjeu. Le deuxième enjeu, je pense qu'on l'a évoqué un petit peu aussi à travers notre conversation sur l'IA, c'est la fluidité, la qualité de l'expérience, qui est vraiment très importante. C'est un moment de rêve, c'est un moment de... L'expérience est essentielle même s'il est éphémère. C'est quelque chose qui va rester dans la mémoire et qui va être super important. Nous, on fait des qualis, que ce soit les gens qui parlent de la livraison de leur voiture, ils sont tellement fiers de voir arriver une très très belle voiture, ou du moment où ils ont acheté une bague avec un amoureux, ou du moment où ils se sont fait plaisir en se récompensant pour un succès professionnel ou pour rien. C'est des moments super intenses de la vie. Donc, je pense que la fluidité, la qualité de l'expérience où l'IA a un rôle à jouer est vraiment important. Et puis, ça, on l'a peu évoqué dans notre conversation, c'est le côté que le luxe est moins conversationnel. Et je pense qu'il y a quelque chose, un point commun entre science-fiction et cette idée de fantaisie, de légèreté, parce que tout n'est pas noir et sombre, hein. Il y a quand même beaucoup de... Tout est possible. Et ça, je pense que le luxe, influencé par le digital et l'aspect conversationnel avec les consommateurs, je pense à des gens qui rencontrent beaucoup de succès, des marques comme Ami ou des marques comme Jacquemus aujourd'hui, sont des marques qui, d'une certaine façon, sont un peu décalent un peu leurs propos, se prennent pas forcément très au sérieux, elles se prennent au sérieux sur la qualité, mais là je pense aux campagnes que j'ai vues récemment en Corée de Jacquemus avec Jennie, là, des Blackpink, et des chiens, et c'est très, très rigolo. Il y a un chien qui lui tient un sèche-cheveux pendant le casting. Il y a aussi tout ce qui avait été fait avec les sacs. On a vu les sacs, des sacs géants qui circulaient dans Paris, mais il y a aussi des trucs incroyables sur les plages du Sud avec des énormes bouées sacs gonflables. Et ça, tout ce côté très amusant, je pense que cette légèreté-là, elle est super importante, quoi. Et que ça fait partie voilà, des enjeux culturels aussi importants. Et puis le dernier point, c'est ce côté refuge d'humanité qu'on a évoqué ensemble, et qui sont une part de poésie, une part de partage, une part de reconnaissance entre soi aussi, mais qui font la particularité. Alors, le risque, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un espace de partage juste entre très riches et coupé du reste de la population, mais que ce soit aussi un lien qui puisse exister avec des populations plus larges, quoi. Jean-Claude ? Je sais qu'il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle, et depuis pas mal d'années, j'en discute avec mes filles depuis qu'elles sont toutes petites, c'est quels sont les moments de ma vie que je veux garder, et en quoi ces moments-là sont associés soit à une partie particulièrement importante. Je veux dire, la naissance de mes enfants est une chose que je n'oublierai jamais, mais ça peut être aussi associé soit à un objet de luxe, soit à une expérience de luxe. Et le fait que le luxe arrive à donner des choses qui imprègnent la mémoire des gens et qui la rendent particulièrement importante à cet endroit-là, et qui quelquefois intègre, encapsule cet instant, c'est quelque chose d'important. La Madeleine de Proust, c'est quand même un phénomène qu'on a tous dans notre vie. Comme vous dites, la première voiture, moi, ma première guitare, ça a été une chose, aller acheter sa guitare à Londres et repartir avec, et la tenir dans les bras parce qu'on ne veut pas la lâcher, on ne veut même pas la mettre sur le compartiment à bagages. C'est une chose qui a son importance. Eh bien, je me dis que le luxe, dans les prochaines années, travaillera aussi justement sur cette notion d'imprégnation, c'est-à-dire
je vous fournis quelque chose qui n'est pas seulement un objet, qui n'est pas seulement un élément de satisfaction, etc., qui est une usine à souvenirs, littéralement, quelque chose dans lequel vous allez encapsuler tout un tas de moments de votre vie. Moi, il y a des objets de ma vie que je trimballe depuis des années, qui me procurent toujours la même joie quand j'ai l'occasion de les regarder. Ma montre est un objet qui a une importance énorme chez moi. Et bon, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails, mais enfin, vous avez quelque chose dans lequel je me dis, dans le futur, on sera capable de se dire peut-être que certains objets garderont la mémoire de certains événements. On en discutait avec des gens qui fabriquaient du linge de table et des draps. Et on s'était posé la question de savoir si on pouvait encapsuler la sueur d'une personne pour la retrouver dans ses draps, retrouver non seulement son odeur, mais retrouver quelque chose qui relève de ses phéromones, c'est-à-dire de ses sentiments, de ses perceptions. Et on se disait, mais ça doit être absolument merveilleux à un moment donné de s'endormir dans les draps dans lesquels, je sais pas, on a conçu ses enfants, ou dans lequel la personne avec qui on est avait cette espèce de sommeil particulièrement à l'abandon, et donc vous transmettez quelque chose qui était un moment de confiance, un moment de tendresse partagée. Je me dis, on pourrait avoir ça, et on pourrait se glisser dans des draps qui ne sont pas des choses fraîches et, comment dirais-je, et sans âme, mais qui seraient le souvenir de soi. Vous voyez, ça fait partie des choses. Mon vêtement pourrait être quelque chose qui me ramène ça. Ça peut être des touchés. C'est ça très peut être proustien. C'est très proustien, mais ne pas oublier quand même que c'est une demande. Parce qu'à un moment donné, la question de savoir qu'est-ce qui a du sens dans ma vie et quelles sont les choses que je ne veux pas oublier, c'est quand même associé quelquefois à des expériences qui sont des expériences entre guillemets non habituelles et donc souvent luxueuses, parce qu'inhabituelles. Alors on se souvient de l'accident de voiture qu'on a eu parce que c'est une chose dramatique, mais on se souvient, comme je vous dis, de la naissance de mon premier enfant. Je n'oublierai jamais, moi j'ai baigné ma fille, elle avait 3 secondes, littéralement, je venais de la retirer, j'avais un doigt derrière le crâne, là ici dans le petit creux, j'avais ces 2 petites pattes qui dépassaient de chaque côté, et je peux vous dire que dans ma main, il y a le poids de ma fille. Qui est quelque chose qui est là, que je connais. Et certains objets me font ça. Mettre ma montre le matin me fait cet effet-là, pour des raisons que je ne vais pas détailler. Mais vous voyez, j'ai ce genre de choses. Et le luxe recherche ce moment-là, recherche, je sais pas, une saveur particulière dans un restaurant dont vous dites, ah ben, je n'ai jamais oublié le gâteau de ma maman, je n'ai jamais oublié le frottement de cette écharpe extraordinaire, de mon premier carré Hermès. J'ai jamais oublié ce genre de choses, vous voyez. Ça a quand même une importance. Ça, cette saveur-là, moi, c'est un des grands plaisirs dans les études, dans le métier qu'on fait, quand on peut travailler sur des questions ouvertes, en fait, sur des gros volumes de questionnaires, ce qui nous arrive de temps en temps, et les gens sont prêts à raconter beaucoup quand on est dans une étude qui est en rapport avec le luxe, et ils racontent des moments comme ça, en fait. Ils nous racontent ça, et c'est des moments super précieux. Et je trouve que, enfin, j'ai vu ça particulièrement dans l'univers du luxe quand on mène des études comme ça, avec ces questions ouvertes sur des gros volumes de données. C'est là aussi où on rejoint l'IA, parce que grâce à toutes les technologies d'analyse automatique du langage, etc., de topic modeling, on peut aussi reconstituer massivement comprendre des moments aussi, sur des gros volumes de données, aussi avec les traductions automatiques. Enfin, on est plus à même de percevoir ça. Mais ces petits moments-là, oui, Mais quand on vous dit, par exemple, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, ben, d'une certaine façon, le luxe, c'est aussi ce qui reste quand on a une vie banale et qu'à un moment donné, les moments saillants sont des moments associés à ça. Et ce sont des choses luxueuses au sens premier, même si ça n'est pas nécessairement associé à quelque chose qui vaut très cher. Mais c'est associé à quelque chose qui est précieux. Et cette notion de précieux, elle vous donne du sens, elle vous définit, et en même temps, vous vous dites, je peux, si j'en ai besoin, le refaire. Il y a un film de Wim Wenders qui raconte ça, en fait, une femme qui va devenir aveugle. Et en fait, elle voyage d'endroit en endroit, et ce casque lui permet de capturer ces moments. Le film était passé inaperçu, hein, c'était à la limite de la science-fiction, mais en fait, il y a toujours eu cette volonté de capturer le moment éphémère qui disparaît, en fait. Et on cherche à capturer ça en gros derrière. Il y a une nouvelle de science-fiction absolument extraordinaire, une novella, dans laquelle une personne qui est handicapée, en fait, porte une espèce d'armure qui lui permet de... Un exosquelette. Un exosquelette qui, en plus, je dirais, capture ses pensées, ses ressentis, tout ça. Et elle vend l'enregistrement de ce qu'elle a pour gagner sa vie. Et elle réussit l'exploit extraordinaire où son armure
capture le moment où elle tombe amoureuse. Et donc, elle vend la possibilité pour une personne de devenir amoureux ou de devenir amoureuse, justement, par personne interposée. Et ça, cette nouvelle-là, c'est la nouvelle de John Varley, je crois qu'elle est dans son recueil Champagne bleu. Elle est absolument époustouflante. Et justement, la personne dont cette fille qui porte l'armure est tombée amoureuse, lui reproche à un moment donné, lui dit, mais tu partages avec le monde entier quelque chose qui ne devrait être qu'à nous. Elle dit, oui, mais c'est comme ça que je gagne ma vie, d'une certaine façon. Et donc, on peut faire ça. Et moi, je me dis, je vais être entouré le plus possible dans ma vie d'objets, à commencer par mon téléphone qui prend des tas de photos, ou qui enregistre, ou qui fait des films, etc., d'objets qui me permettent de transporter des morceaux de mon passé et des morceaux de moi-même que je considère comme signifiants, et de ne pas les perdre. Et le fait de me dire je ne me perds pas, et c'est associé à des moments privilégiés, ça peut être associé à des endroits, mais des endroits qui sont toujours soit exotiques, soit luxueux, soit les deux. Et donc là on est proche de la magie, on est proche de la capacité de se dire j'ai bien vécu parce que je me souviens de ceci et que je me souviens de ce que j'avais ressenti par rapport à ceci. Je me souviens de la Madeleine de ma grand-mère. Donc, cher Jean-Claude et Françoise, merci d'avoir partagé avec nous votre expertise qui est inestimable, sans prix. Donc, pour un podcast sur le luxe, c'est de circonstance. J'espère que nos auditeurs apprécieront. Donc, chers auditeurs, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour le prochain numéro de Future Proof sur l'afrofuturisme. L'afrofuturisme est un courant artistique et littéraire qui mélange des éléments de la culture africaine et de la science-fiction pour imaginer des futurs alternatifs et des mondes fantastiques. Nous aurons le privilège de recevoir Michael Rock, l'auteur de Témaron, qui a fait grand bruit lors de sa sortie. Future Proof est un podcast original Kantar et c'est aussi un travail d'équipe. À la technique aujourd'hui, Fabrice Jacquet. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au revoir à vous.